Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au sein de l'émission qui crée le lien. C'est excellent, vous le savez, comme tous les dimanches à 19h. Son talent pour animer des débats animés et ses émissions emblématiques en font une figure incontournable de la scène médiatique française. Mis à part ses activités radiophoniques, Frédéric Tadei nous revient avec sa collection Birthday Books que vous pourrez découvrir aux éditions Grasset le 6 mars prochain. 15 livres, 15 âges différents, de 15 à 50 ans, où vous nous racontez, Frédéric, je vous cite, tout ce que les gens célèbres ont fait ou pas, à toutes les époques et dans tous les domaines, à votre âge. Voilà, bienvenue sur Sud Radio, Frédéric Tadei. C'est excellent, c'est la voix des créateurs français, tous styles confondus. Sa passion pour la gestion patrimoniale et le soutien aux entrepreneurs font de lui une figure indispensable dans le monde financier et professionnel. Vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables dédié à la formation, Laurent Benoudis est notamment un des cofondateurs des Journées de la transmission d'entreprise. Et ce ne sont que deux de ses multiples engagements. Laurent Benoudis, vous êtes aussi à la tête du cabinet comptable Biwiz. Votre profession se transforme et vous allez nous dire comment. Bienvenue. Bonjour. C'est excellent, bienvenue chez vous. Alors Frédéric Tadei, je le disais, votre collection Birthday Books chez Grasset, ça sort le 6 mars prochain, et c'est effectivement le cadeau d'anniversaire parfait puisque à chaque âge son livre. Exactement. C'est-à-dire que la segmentation par âge n'existe pas. C'est quand même aberrant. C'est l'angle mort de l'histoire de l'art, de l'histoire de la politique, de l'histoire des affaires. On vous dit quand les gens ont fait telle ou telle chose, mais on vous dit jamais quel âge ils avaient. Or, c'est palpitant de savoir quel âge ils avaient. C'est vrai. Vous voyez, Lee Harvey Oswald, on sait tous qu'en novembre 1963, il tire sur le président Kennedy et il est ensuite assassiné. Mais quel âge il avait ? Il avait 24 ans. Incroyable. C'est vrai que de le savoir, ça change l'histoire, en fait. Mais ça change pas mal de choses. Et alors, je vous dis pas, quand on apprend que Kadhafi avait 27 ans quand il prend la tête de la Libye. Vous voyez ? Et d'un autre côté, à 40 ans, Churchill croit qu'il est fini. D'ailleurs, il se met à la peinture. Oui. Et donc, c'est un signe. Tout ça, c'est en fait, dès l'instant où vous commencez à vous intéresser à l'âge, tout prend un autre sens. Et puis surtout, c'est une allégorie de nos propres existences. Parce que sans être Churchill, Kadhafi ou Lee Harvey Oswald, nous aussi, on a un rapport à l'âge qui est particulier. Et quand on lit ces livres, on s'aperçoit qu'on se reconnaît à chaque âge. Et finalement, ça rassure aussi. Oui, parce qu'ils ont des tas d'ennuis, ils ratent des tas de trucs. C'est un peu comme les saints du Moyen-Âge, vous voyez. Pourquoi ils étaient si populaires, les saints du Moyen-Âge ? Parce qu'ils étaient là sur les vitraux des cathédrales en notre nom à tous. Et ben les stars aujourd'hui, ou en tout cas les gens connus, c'est un peu la même chose. Alors je vous en cite quelques-uns, c'est très amusant. Donc à 18 ans, il y a Charlie Chaplin qui s'essaye au stand-up sans succès. Sans aucun succès. C'est génial. Il y a Puff Daddy aussi qui entre comme stagiaire chez Uptown Records et son patron lui confie les artistes les plus difficiles à gérer, c'est-à-dire Joe Desi ou Mary J. Blige, qui vont vendre des millions d'albums après de passer dans ses mains. On a alors Paulo Coelho aussi, j'ai appris que le futur auteur de L'Alchimiste, il a passé 3 ans à 18 ans dans un asile psychiatrique. Ouais, et c'est ses parents qui l'avaient envoyé. D'accord. Mais pour il quelle a raison ? toujours dit pas pour l'embêter, pour le sauver. Oui. Alors, mais où est-ce que vous êtes allé chercher tout ça déjà ? C'est vraiment un travail qu'on n'aurait pas pu faire avant Internet, parce que Internet évidemment est une bibliothèque extraordinaire. Parce que encore une fois, si vous tapez sur Internet 27 ans ou 25 ans, vous n'aurez rien. Mais en revanche, vous pouvez trouver des dates assez précises, des événements, les dates de naissance des gens, et après vous faites le calcul. Mais surtout, vous pouvez vérifier, parce que évidemment, comme personne n'a jamais réfléchi en fonction de l'âge, et que si vous posez la question à ChatGPT, il est bien normal de vous répondre. ChatGPT ne comprend rien à l'âge. Il ne sait pas tout, oui. Mais à l'âge, il ne comprend rien. C'est normal, puisqu'on n'en parle jamais sur Internet. Mais enfin, tout ça pour dire que, évidemment, il vous faut une énorme documentation, parce que tout ce qui est raconté dans ces livres est documenté. C'est pas des ragots, c'est pas des choses que je sais par voilà, non, c'est officiel, c'est dans l'histoire. Et alors, pour le 27 ans, Frédéric Tadei, ça nous permet de voir que c'est pas que l'âge fatidique auquel les célébrités disparaissent. On se souvient d'Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, etc. Mais elles ont aussi fait des trucs. Alors, il y a Ségolène Royal qui sort diplômée de l'ENA, ça j'ai trouvé ça très drôle, en même temps que Dominique de Villepin, futur Premier ministre, avec qui elle a eu une amourette. Et puis elle sort aussi en même temps que François Hollande, futur président de la République, avec qui elle aura 4 enfants. Et elle commence par un poste de juge au tribunal administratif.
démonstratif. Ouais. Mais alors ça, c'est pareil, vous l'avez eu sur Internet, cette info. Non, enfin, tout le monde le sait. Voilà. Tout le monde le sait. Non, on le trouve dans les biographies de tous ces gens éminents. Vous le trouvez un peu partout. Alors, il y a Ernest Hemingway aussi, qui publie Le Soleil se lève. On a Françoise Giroud, qui est agent de liaison dans la Résistance, qui est arrêté par la Gestapo et qui passe 3 mois en prison. Que des anecdotes assez croustillantes et intéressantes quand même, c'est vrai, qui nous enseignent aussi quelque chose sur notre histoire à nous, quoi. Alors, c'est effectivement un livre d'histoire au pluriel, parce que c'est des histoires de la mode, de l'histoire elle-même, du monde des affaires, etc. Mais c'est aussi un guide culturel assez inédit, puisque si vous avez 27 ans et qu'on vous offre 27 ans, vous allez vous l'acheter vous-même, vous pourrez lire tous les romans qui ont été écrits à votre âge. Et ça, personne n'a jamais fait. Vous voyez, personne n'a jamais lu L'étranger de Camus à l'âge où Camus a écrit L'étranger. Et pourtant, c'est bien mieux. Il l'a écrit à 27 ans, L'étranger. Il l'a publié à 28. D'accord. Pas mal quand même. Donc à 27 ans, il doit l'avoir déjà à peu près dans la tête. Et vous allez voir les films qui ont été faits par les gens de votre âge. Vous pouvez écouter la musique des gens de votre âge. Et par exemple, si vous avez 37 ans, je vous conseille d'écouter la 5e de Beethoven. D'accord. Parce que la 5e de Beethoven, il la compose à 37 ans. Et c'est pas pareil d'écouter la 5e de Beethoven à 37 ans ou à 25. Et de même, Sex Machine, de James Brown, 37 ans aussi. Oui, on va en parler tout à l'heure. Vous écoutez l'un après l'autre, et vous avez vraiment 37 ans. Et alors vous dites aussi que chaque âge peut être un tournant. Donc pour vous, Frédéric Tadei, ça a été notamment l'impact de la naissance de votre fille, de votre fils, pardonnez-moi, à l'âge de 38 ans. Alors c'est quoi l'impact? C'est la perception tout d'un coup qui change quand on a un enfant? Dès l'instant où vous avez un enfant, déjà, la première chose que vous vous dites, je peux plus me suicider, je peux plus mourir dans un accident. Non, mais c'est vrai. C'est la première chose. Parce que jusqu'à 38 ans, je me disais, si les choses vont mal, c'est une porte de sortie honorable. Dès que vous avez un enfant, vous pouvez plus vous le permettre, par exemple. Oui. Donc, vous êtes obligé de tenir. Et comme j'ai commencé à travailler tard, ainsi que c'est raconté d'ailleurs à 29 ans, j'ai commencé à travailler à 29 ans. Et vous vous dites, je suis obligé de travailler jusqu'à très très tard. Et donc, finalement, ce 38 ans, c'est l'étape la plus déterminante pour vous dans votre vie? Je pense que ça aussi, c'est ce qu'on voit bien dans les birthday books, c'est qu'on est toujours à la croisée des chemins. Et que vous avez des gens dont on croit toujours que leur parcours a été facile, qu'ils étaient doués, qu'ils avaient du talent, etc. Vous vous rendez compte que pas du tout. Ils ont eu des tas d'embûches, d'obstacles, ils ont eu de la chance ou pas. Ils ont commencé tard. Regardez Michel Houellebecq, il est présent dans de nombreux birthday books, mais pour dire quoi? Que jusqu'à 40 ans, Michel Houellebecq travaille dans l'informatique. Vous voyez, et Blanche Gardin, alors elle a commencé beaucoup plus jeune, mais le moment où Blanche Gardin vraiment explose, tel qu'on connaît Blanche Gardin, elle a 40 ans. Vous voyez, ça change beaucoup de choses, effectivement. Ça change Paul la vision, Gauguin se met à peindre comme Paul Gauguin, c'est-à-dire les tableaux qu'on aime tous, à 40 ans. Avant ça, c'est un petit peintre impressionniste assez médiocre. Donc c'est un âge charnière aussi, 40 ans. Tous les âges sont charnières, ça dépend des gens. Et encore une fois, quel que soit votre métier, vous vous apercevrez que il vous ressemble. C'est intéressant. Laurent Benoudi, je rappelle que vous êtes notamment vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables dédié à la formation. Alors Frédéric Tadei nous invite à réfléchir sur les moments clés de notre propre vie. Alors forcément, je vais vous demander de partager avec nous un souvenir ce soir, un petit souvenir marquant. Alors celui à 18 ans, à 27 ans ou à 37 ans, comme vous voulez. Si vous en avez un qui vous vient tout de suite, on vous écoute. 27 ans, c'est l'âge où je suis devenu expert comptable. Voilà. Alors 27 ans, vous devenez expert comptable. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a Coluche qui fonde un café-théâtre au vrai chic parisien, théâtre vulgaire. Voilà, en même temps que vous, à cet âge-là, chacun Mais c'est aussi déterminant pour Coluche que pour vous. Mais bien sûr. Parce qu'en fondant ce café-théâtre, il ouvre une porte, il s'y engage, et finalement c'est la bonne, c'est celle qui va être la sienne. Parce qu'avant ça, il en a ouvert d'autres qui ont mené à rien. Et alors vous avez noté aussi, on l'a sur la 4e de couve des 27 ans, Frédéric Tadei, que Aya Nakamura est placée en garde à vue. On peut avoir un peu plus d'infos sur cette histoire ou pas? Vous savez bien, il y avait eu un échange de coups, je crois, mais qui s'est réglé très vite. À 27 ans, elle est déjà une vraie star, et je crois que c'est au même moment, je ne veux pas dire une bêtise, je crois qu'elle chante avec une de ses idoles le soir même, je ne sais plus laquelle, mais c'est à 27 ans. Elle est en garde à vue, puis Christian Louboutin, il
ouvre sa première boutique de chaussures pour femmes. Ouais, Chacun son ouais. truc, en fait. Oui, C'est ça dans la vie. Tout à fait. Et alors, ouais. le pitch quand même de ces Birthday Books qui nous parle de nos 15 à 50 ans, parce que pourquoi après 50 ans c'est fini? Non, c'est ça d'abord, là, il se trouve que c'est les 15 premiers, mais il y en a 40 qui sont prévus, qui vont de 15 à 54 ans. D'accord. Et pourquoi 54 alors? Ça va continuer parce que ça faisait après 40. D'accord. Et que je voulais commencer à 15. Avant 15, c'est pas assez documenté. Ouais. À 15, c'est très très drôle parce que vous avez à la fois Albert Einstein qui se fait renvoyer du lycée. D'ailleurs, il n'aura jamais le bac, Albert Einstein. Incroyable. Et vous en avez des tas, qu'il arrive des tas de trucs très très amusants à 15 ans qu'on n'imagine pas du tout qu'ils ont vécu. Et puis on s'est dit, allez, on en prépare 40. Donc ça s'arrête à 54 ans. Mais si c'est le grand succès qu'on espère tous, on ira bien plus loin. Parce qu'il y a des tas de gens, vous vous rendez compte, Charles de Gaulle, il arrive au pouvoir, enfin, il devient président au début de il fonde la 5e République, il a 67 ans. Ouais. Et alors, à 18 ans, il y a Donald Trump qui entre chez les Jésuites à Fordham University dans le Bronx. Ouais. Il a déjà sa voiture et ses clubs de golf avec lesquels il s'entraîne parfois sur le gazon. Non, mais quand même, c'est incroyable, ça. Et vous savez à quel âge il a commencé à tweeter, Donald Trump? Je crois que c'est à 62 ans. Vous voyez? Comme quoi, tout est possible dans la vie. Au moment où il commence à tweeter, sans le savoir, il est déjà sur le chemin de la Maison Blanche. Vous voyez, parce que c'est vraiment sur Twitter que ça a commencé. C'est grâce à ça, ouais. Et alors, il y a Rachida Dati, dont on entend beaucoup parler en ce moment aussi, qui fait le ménage dans une clinique pour payer ses études de médecine. Exactement. C'est incroyable. C'est notre ministre de la Culture. Attendez, c'est incroyable. Comme quoi, l'escalier républicain fonctionne. Elle est exactement dans le cas d'énormément de jeunes femmes ou de jeunes garçons, d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont obligés de travailler pour payer leurs études. Et d'ailleurs, elle va beaucoup elle va beaucoup hésiter avant de prendre, finalement c'est le droit qui va être sa matière, et elle deviendra d'abord ministre de la Justice. Bien sûr. Mais elle va être juge, mais avant ça elle a essayé plein de trucs différents. À ce moment-là je crois qu'elle fait médecine. Oui, tout à fait. Mais bon, le nombre de gens, y compris autour de moi, qui ont commencé par faire médecine qui ont arrêté assez vite. Vous aussi, Laurent Benoudis, non, vous aviez votre vocation dès le départ. Oui, mon père étant expert comptable, voilà. Ah d'accord, ça s'est transmis de père en fils. Et alors une petite dernière, on a quand même, pareil, toujours à 18 ans, Muriel Robin qui rate carrément son bac. Elle rate carrément son bac. En revanche, Muriel Robin, ça, peu de gens le savent, mais elle a réussi le conservatoire. Et elle est entrée, je crois, première au conservatoire. Bravo. Et elle avait comme prof Michel Bouquet. Oui. Et elle aurait pu faire une très grande carrière au théâtre. Ce qu'elle a dit d'ailleurs elle-même. On en a entendu parler. Eh bien, merci. Restez avec nous, chers amis, dans cet excellent Ce soir avec vous, le journaliste et animateur Frédéric Tadei, qui nous vient avec ses Birthday Books à sortir le 6 mars prochain aux éditions Grasset. Et voilà. Et on est aussi avec le vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables dédié à la formation, Laurent Benoudis. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. C'est excellent et c'est votre rendez-vous du dimanche soir, celui qui donne la libre parole aux créateurs français. Ce soir, à mes côtés pour vous, le présentateur Frédéric Tadei et sa collection des Birthday Books et l'expert en formation, vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, Laurent Benoudis. Alors, Laurent Benoudis, tout d'abord, un sujet d'actualité pour vous, les experts comptables et les commissaires aux comptes. Ils vont être chargés de produire et d'auditer les rapports sur la durabilité des entreprises réalisant, attention, plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et employant plus de 250 salariés. Ça sera dès 2025. Grosso modo, les dites entreprises devront se rendre obligatoirement compte de leur impact sur l'environnement, le social, la gouvernance, et c'est à l'État directement. Et ça, c'est vous qui allez vous en charger, quoi. C'est ça, en fait. Oui, en fait, il y a une directive européenne qui est sortie récemment, qui a été transposée en droit français en décembre 2023, donc il y a très peu de temps, qui a vocation à lutter contre le greenwashing. En fait, aujourd'hui, les entreprises publient des informations sur ces sujets environnementaux, sociétales ou la gouvernance en fonction de leurs propres choix. Donc, évidemment, les sujets qui les intéressent pas ou sur lesquels elles sont pas pas très bonnes, elles ne les publient pas. Là, l'idée, c'est de dire, voilà, il faut qu'on ait les mêmes informations publiées par toutes les entreprises pour qu'on puisse avoir des éléments de comparaison. Et puis, il va falloir que ces informations, elles soient auditées, certifiées. D'accord. Et les commissaires aux comptes font partie de ceux qui vont avoir cette mission. Et c'est que les commissaires aux comptes ou c'est aussi les experts comptables? Il y a les commissaires aux comptes, il y a les experts comptables, mais dans ces cas-là, il va falloir adhérer à des... il faut être pré-certifié aussi. Pré-certifié aussi. En fait, quand on est expert comptable, on est également commissaire aux comptes dans la très grande majorité des cas. Et donc,
c'est plus simple de le faire avec la casquette de commissaire. Et alors, dans tout ça, il y a le RSE, évidemment, dont on entend beaucoup parler, la responsabilité sociale des entreprises, mais il y a aussi les normes européennes, et c'est un sujet pointu. Donc, évidemment, la formation des experts comptables et des commissaires aux comptes, elle doit évoluer rapidement. Et ça, c'est un vrai sujet, Laurent Benodis. Oui, c'est un gros sujet. Alors, on a évidemment les 22 000 experts comptables aujourd'hui, 12 000 commissaires aux comptes, à qui on va proposer de faire des formations, une formation de 90 heures, qui va être contrôlée en fait par un organisme qui s'appelle le H2A, l'autorité de l'audit. Et ils auront à ce moment-là la possibilité de devenir auditeurs de durabilité. Et puis, il y a les professionnels qu'on va former demain. Et donc, on est en train de reprendre l'intégralité de notre formation. Le DCG, le diplôme de comptabilité de gestion, le DSCG, le diplôme supérieur de comptabilité de gestion, c'est ce qui mène à l'expertise comptable, pour mettre à l'intérieur la formation adéquate pour qu'ils puissent être aussi compétents dans la validité, dans la conformité de l'information financière, ce qu'on fait en fait de manière habituelle aujourd'hui. On établit des comptes, on les certifie, on les audite. Même chose sur les indicateurs extra-financiers. D'accord. Et alors les principaux défis, on imagine, vu qu'il y a beaucoup d'entreprises, comme vous dites, qui font du greenwashing, ça va déjà être de comprendre qui fait du greenwashing, qui n'en fait pas, et puis aussi ensuite de les persuader, finalement, peut-être aussi d'agir. Oui, absolument, parce que l'idée, c'est évidemment d'avoir des indicateurs pour pouvoir mesurer la performance de l'entreprise sur ces aspects-là, et puis ensuite de l'accompagner dans un processus d'amélioration permanent. Ouais. Voilà. Donc c'est pas si simple que ça, quoi. Et alors un exemple concret de la manière dont votre cabinet, justement BeWiz, il aide ces entreprises ou les entreprises en général à intégrer ces enjeux de durabilité dans leur gestion financière. Alors déjà là, on a commencé par se former. Là, vous êtes à peine dessus, quoi, en fait, c'est ça. Ça commence. En fait, les principaux indicateurs sont sortis en août 2023. D'accord, donc c'est tout frais. Donc là, il faut commencer par se former. On a déjà commencé. Il faut que ça soit effectif en 2025, quoi. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, on a déjà commencé à faire des formations pour certains de nos collaborateurs pour être capable de calculer le bilan carbone de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle émet comme CO2 dans l'atmosphère en fonction de ses comptes. Alors c'est ça qu'il y a dedans. Il y a notamment le bilan carbone. Il y a quoi d'autre? Le bilan carbone, il y a tout ce qui est relatif à la pollution, il y a les circuits courts, il y a tout un volet environnemental. Après, et puis il y a le volet social. Tout un volet social, parité, inclusivité, diversité, égalité hommes-femmes, voilà, donc il y a tout ce volet-là. Ça concerne aussi les sous-traitants et les fournisseurs. D'accord. Il y a vraiment beaucoup de travail. Et puis après, il y a tout ce qui est gouvernance. Il faut que l'entreprise soit respectueuse des règles, pas de blanchiment d'argent, pas de corruption. Enfin voilà, il y a tous ces sujets-là. Et là, on parle des grosses boîtes avec 40 millions de chiffre d'affaires, mais est-ce que ça incombe aussi aux PME, aux grosses PME, aux ETI, etc. Alors, les entreprises qui ne sont pas dans ces critères peuvent le faire de manière volontaire. C'est la première solution. La deuxième hypothèse, c'est celle auquel beaucoup de personnes pensent que c'est ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir faire le bilan carbone de ton entreprise, tu as besoin de connaître le bilan carbone de tes fournisseurs et tes sous-traitants. Et donc nécessairement, ça va irriguer, ça va ruisseler, beaucoup de ruissellement, et donc beaucoup d'entreprises vont se retrouver être à même de devoir fournir ces informations parce que leurs clients vont leur demander. D'accord. Frédéric Tadei. Et un jour ou l'autre, on va nous demander, à nous en tant qu'individus, non? ça paraît logique, on va nous demander à chacun d'établir notre bilan carbone, de le faire certifier. Vous êtes prêt à ça, Laurent Benodis? Alors, c'est une idée qui circule, effectivement. Oui, je sais. C'est-à-dire combien t'émets. Alors, il y a tout un tas d'outils sur Internet qui permettent de mesurer en fait ton bilan carbone personnel en fonction de là où tu habites, du nombre de voyages que tu fais, si t'as une voiture, t'as pas de voiture, voilà. Et est-ce que vous pensez qu'un jour on va nous contraindre justement à rester dans certaines dimensions de ce bilan carbone, comme justement ils le font pour les entreprises maintenant? Oui, alors le jour où on vivra en Chine tous, peut-être. Ça va être compliqué, Parce que ça devient totalitaire. À mon avis, le jour où il fait vraiment très très chaud, où les urgences, il y a vraiment beaucoup de monde qui se presse à l'entrée parce qu'on supporte plus la chaleur. Ce sera exactement comme pendant la crise du Covid. Tout à coup, on prendra des mesures absolument draconiennes. Tout le monde applaudira, tout le monde trouvera ça normal. Et là, on vous demandera votre bilan carbone personnel, etc. Et les contraintes seront du même ordre que nous interdire de sortir de chez nous pendant le Covid. En fait, il y a effectivement deux hypothèses. Soit on interdit aux gens de prendre l'avion plus de X fois par an ou X fois dans leur vie.
Ça me semble un peu compliqué à mettre en place en vérité. L'autre solution, c'est la taxation. Ouais. Et donc, si tu as un doublement du coût du billet d'avion parce que tu as une taxe carbone qui s'applique dessus, nécessairement, ça va réduire le nombre de gens qui vont voyager en avion. Le monde de demain. Alors, vous êtes donc vice-président formation du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, Laurent Benoudis. Comment ça se passe en termes de recrutement dans votre secteur? On a envie de savoir, est-ce que c'est un secteur sinistré ou est-ce que ça se passe bien chez vous? C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Pour trouver des collaborateurs, c'est vraiment difficile. Ah ouais? Oui. En fait, il y a une vraie pénurie. On pense qu'il y a à peu près aujourd'hui 20 000 postes ouverts c'est auprès énorme. de l'ensemble des experts comptables parce que plusieurs phénomènes. Les entreprises externalisent de plus en plus ce type de fonction. Ça les intéresse pas de le faire en interne, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, on est en face à une évolution de notre métier qui est assez incroyable. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec le numérique, l'arrivée de la facture électronique. D'ici 3 ans, on va avoir également que de la facturation électronique. Plus possible de faire de facturation papier. D'accord. Et donc, ça fait que notre métier, qui est le métier à la base de comptabilité, de papier, on peut le dire, papier, avec de l'administratif, est en train de complètement évoluer vers de la data, de l'intégration de fichiers, de l'analyse financière, de l'accompagnement des clients. Et donc, ça demande beaucoup d'efforts de formation. Et puis, c'est un métier qui est de plus en plus intéressant, mais pas assez bien connu. Alors, évidemment, on n'a pas beaucoup de candidats à l'expertise comptable aujourd'hui. Et comment ça se fait? Il faudrait communiquer plus, il faudrait c'est mettre... pour ça que je suis là. Oui, mais bon, il y a Sud Radio et puis il y a aussi une communication encore plus globale et plus générale, on va dire, sur le pays, quoi, Absolument. sur le national. En fait, le Conseil national a lancé une communication il y a quelques semaines qui s'appelle « Illimitez-vous ». Pour montrer en fait toute la diversité des métiers qu'il y a dans un cabinet d'expertise comptable. D'accord. Et aujourd'hui, on peut... Alors, allez-y, citez-en quelques-uns. Par exemple, auditeur en matière de responsabilité sociale et environnementale. Il y a quelqu'un qui a envie de s'engager pour le climat, par exemple. Soit là, il est actif. On jette des pots de peinture sur des tableaux, soit on essaie d'être un peu plus concret, et on rentre dans un cabinet d'expertise comptable et on devient auditeur ou accompagner les entreprises dans la production de ces informations et les aider à améliorer leur bilan carbone et leur responsabilité sociale et environnementale. Frédéric Tadei, on sait que tous les entrepreneurs qui nous écoutent, et puis quel que soit leur niveau, ils savent, moi compris d'ailleurs, combien l'expert comptable est important pour le bon déroulement de la vie d'une entreprise. Une info pour les auditeurs, du coup, il y a beaucoup de journalistes quand ils produisent qui sont aussi entrepreneurs. Est-ce que c'est votre cas, vous? Est-ce que vous faites appel à un expert comptable? J'ai une comptable pour mes 2 sociétés, dont celle qui coédite les Birthday Books avec Grasset. Bien sûr, pour moi, c'est incontournable. Non, mais c'est horrible. Pour moi, c'est horrible. Et à chaque fois, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et quand je lui apporte tous les dossiers, je me dis, ouf, ça y est, c'est bon. C'est-à-dire qu'on se remet complètement. C'est votre sauveur. Ouais, c'est vrai. En l'occurrence, c'est ma sauveuse. Alors, il faut faire attention, Laurent Benoudis, parce que vous n'êtes pas tous des sauveurs. Il y en a aussi qui ne sont pas forcément toujours très carrés. Quoi. Alors, on est vigilant. Quand on est expert comptable, on a régulièrement des contrôles qualité qui sont faits par l'ordre des experts comptables pour s'assurer de la qualité des prestations qui sont fournies par les experts comptables. On a des obligations de formation. Il faut faire au moins 40 heures de formation par an, individuellement. Donc il y a tout un tas de contraintes qui pèsent sur les experts comptables, qui renchérit un peu parfois le coût des prestations, puisqu'évidemment, quand on a l'assurance responsabilité civile, puisqu'on est tous couverts, en fait, en cas d'erreur, tu te retournes contre ton expert comptable, il est assuré. Et puis il y a ces obligations de formation, de contrôle qui sont faites régulièrement. Et alors votre profession quand même, Laurent Benoudis, elle a un rôle d'importance cruciale aussi dans la réussite, la pérennité de ces entreprises dont on parle. Dans quelle mesure l'expert comptable il peut contribuer justement à la croissance, au développement? Est-ce que vous faites aussi des plans de financement, vous travaillez sur tout ça, permettez aux entrepreneurs d'avoir une vision plus carrée en fait de leur projet, quoi? En fait, c'est ça notre vrai métier. Pour être expert comptable, tu dois d'abord passer une maîtrise, donc 5 ans d'études, puis ensuite tu fais 3 ans de stage avant de passer le DEC, le diplôme d'expert comptable. Donc, tu vois, c'est quand même un diplôme à un niveau Bac+8, c'est quand même assez élevé. C'est pas pour faire de la comptabilité, des rapprochements bancaires et des bilans. C'est évidemment pour pouvoir accompagner les entreprises dans le pilotage de leur TPE, de leur petite entreprise, et les conseiller sur tous leurs sujets d'investissement, de croissance, de recrutement, d'embauche, voilà tout ça. Bien sûr. Eh bien, c'est toujours excellent et on le prouve. On est avec le journaliste que vous connaissez tous, Frédéric Tadei, et l'expert comptable patron de Biwiz, qui lui gagne à être connu, Laurent Benoudis. On revient, les copains, restez là.
Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, comme tous les dimanches, vous êtes en compagnie de Frédéric Tadei et ses Birthday Books, à sortir très bientôt le 6 mars chez Grasset, et de l'expert comptable, notamment à la tête de Biwiz, mais pas que, on l'a dit, Laurent Benoudis. Alors Frédéric Tadei, on parle un petit peu changeons un peu de sujet. Vous avez animé une grande variété d'émissions de débat et de culture à la télévision et à la radio, et puis en tant qu'auteur, vous avez également contribué à pas mal de publications. Alors on a envie de savoir, le livre c'est un support de plus, pourquoi tout d'un coup en arriver là? Et parce que tout à coup, j'ai eu cette révélation sur l'âge. Sur l'âge. Et je me suis dit, voilà un terrain qui est totalement vierge. Je vous l'ai dit, c'est l'angle mort de l'histoire de l'art, de l'histoire avec un grand H. Et je me suis dit, ça y est, ça va être ma nouvelle vocation. Et c'est ça, révéler en fait. L'âge. Après, des historiens peut-être s'y mettront. Et peut-être qu'un jour, des experts comptables vérifieront qu'on ne s'est pas trompé dans les âges, parce qu'il faut les calculer, les âges. Vous voyez, c'est pas rien. Et alors, vous les avez écrit, toutes ces publications, avant ces bouquins-là, à quand? Un roman ou justement une c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Vous avez envie ou pas? Non, moi j'avais envie de devenir écrivain quand j'ai entre 20 et 25 ans. Avant de travailler, quoi. Ouais, j'avais arrêté mes études, tout pour ça, pour devenir écrivain. J'étais sûr qu'à 25 ans, je serais riche et célèbre, je serais un grand écrivain. Et puis en écrivant, je me suis rendu compte que je ne serais pas un grand écrivain. D'accord. Et donc j'ai vous arrêté. Êtes auto-jugé, quoi. Oui, parce que c'était pas possible. Tout le monde est artiste, mais il faut être un grand artiste. Ouais. Donc j'ai arrêté. Et puis finalement, je me suis tourné d'abord vers la presse, puis la télévision, où c'est un peu plus facile de rentrer dans l'histoire de la télévision que dans l'histoire de la littérature. C'est un art encore assez récent, la télévision, donc il y a encore un peu de place. Et alors c'est un art particulier chez vous. On se souvient notamment de votre arrivée chez RT France, que vous avez quitté depuis. Alors vous disiez, dans un paysage télévisuel sinistré où les intellectuels, les chercheurs, les savants, les contestataires n'ont plus la parole et où les vrais débats ont totalement disparu, c'est la seule chaîne de télévision qui m'ait donné carte blanche pour faire ce que je faisais. Alors justement, on a envie de savoir comment ça se fait que vous trouvez, est-ce que vous trouvez en fait concrètement que dans les médias français c'est plus possible ça aujourd'hui? Je vous disais ça, je le disais, je sais plus si c'était à vous, mais au moment où où je suis rentré à RT, je me souviens plus exactement comment c'était, parce que j'ai pas de nostalgie moi. D'accord. Et en tout cas à ce moment-là, ça me paraissait évident. Aujourd'hui, je sais pas. Vous savez, je regarde pas tellement la télévision. Je sais pas s'il y a un regain d'intérêt pour les débats contradictoires ou pas. Assez peu, a priori. Non, assez peu. Ouais. Ça dépend des médias. Sur Sud Radio, oui, évidemment. Et écoutez, je vous félicite. Maintenant, est-ce que les gens ont envie de débats contradictoires? Est-ce qu'ils n'ont pas envie plutôt d'être confortés dans ce qu'ils pensent? Ça aussi, ça dépend aussi du public. Parfois, on n'a pas spécialement envie d'être confronté à... C'est très rassurant d'avoir des gens qui vous disent la même chose que ce que vous pensez. Bien sûr. C'est très inquiétant, en revanche, quand vous assistez à un débat et que vous vous rendez compte que celui qui dit le contraire de ce que vous pensez a très bons arguments. Vous voyez, et c'est le fait de changer d'avis qui pose un problème, alors peut-être. En tout cas, d'être tourmenté par l'idée qu'on n'a peut-être pas le meilleur avis sur la question. Ouais. Alors justement, vous avez beaucoup animé des débats contradictoires avec des gens parfois très controversés. Comment est-ce que vous avez réussi à maintenir cet équilibre entre la liberté d'expression, qui est très importante, et votre responsabilité en tant que journaliste aussi? C'est tout simple. Vous remarquerez d'ailleurs que, je sais pas, pendant les 10 ans où j'ai fait Ce soir ou jamais, où il y avait vraiment absolument tout le monde pouvait s'exprimer, il n'y a jamais eu le moindre problème. Il n'y a jamais eu un procès, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dit quelque chose. Quand ça a risqué d'arriver... C'est quoi, c'est la liberté de la parole qui fait que... Non, au contraire, parce que parfois, si vous laissez les gens... Non, c'est le fait que je les écoute. C'est-à-dire que, je me souviens, il est arrivé 1 ou 2 fois que quelqu'un dise quelque chose qui pouvait être mal interprété, par exemple, et susciter des plaintes. Donc je lui ai demandé de préciser, tout simplement, ce qu'il disait. À partir du moment où il précise ce qu'il dit... On sait que ça n'est pas un... Vous savez, la plupart de ce qu'on appelle les dérapages, c'est un malentendu que c'est un bout pris par-ci, par-là. Que laisse s'installer l'animateur entre son invité et le public. Si vous écoutez vraiment ce qu'ils disent et si vous leur demandez de préciser leur pensée, déjà vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de dérapage la plupart du temps. Soit ils s'étaient mal exprimés, soit ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Et s'ils pensent vraiment ce qu'ils disent et si ça risque de tomber sous le coup de la loi, vous le leur dites. En direct. Et ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de procès... du temps de Ce soir ou jamais. Et puis,
À partir du moment où vous laissez les gens s'exprimer, vous leur coupez pas la parole, vous n'êtes pas leur procureur, mais finalement ils vous sont reconnaissants, et donc il n'y a aucune raison qu'ils se mettent en colère, qu'ils insultent la personne qui est en face d'elle. Ce que vous nous dites, c'est que le fait de créer un climat de confiance en fait avec votre invité, en l'écoutant, ça change la donne, quoi. Ça change totalement la donne, et surtout s'il n'a pas l'impression d'être dans un piège, s'il a l'impression que même son adversaire, avec qui normalement il ne parle pas, mais là tout à coup l'écoute et lui répond, tout ça fait que on est dans une démocratie. Je dis toujours, il ne faut pas avoir peur du débat, parce que le débat, ça nous prouve qu'on est dans une démocratie qui fonctionne. C'est le clash. Ouais. Le clash, c'est différent. Le clash, c'est le début de la guerre civile. Vous voyez, c'est-à-dire que tout à coup, le clash, c'est quelqu'un qui dit un truc et tout le monde bondit et veut le faire taire. Et on peut le comprendre, hein, pour certaines fois. Mais vous voyez, c'est que deux personnes qui se dressent l'une contre l'autre et qui se maudissent. Ouais. Ça, c'est le début de la guerre civile. Entre les deux, quand même. Hein. C'est pas la même chose. Le débat, c'est pas le clash. Ouais. Il y a eu pratiquement jamais de clash dans Ce Soir ou Jamais, même si après, comme il y a beaucoup d'extraits qui restent... Non, encore moins. Non, même certains qui sont vertement admonestés sur le plateau, parfois sont repartis à ses copains. Mais bon, après, vous avez beaucoup d'extraits de Ce Soir ou Jamais sur Internet aujourd'hui, et parfois on les baptise clash. Mais en réalité, c'était pas des clashs, parce que quand vous regardiez l'émission, ça continuait, les gens continuaient de s'écouter, de se répondre, de se parler, ils se sont pas sautés dessus. Le débat, c'est un signe de bonne santé de la démocratie pour vous? Vous pensez ça aussi, Laurent Benoudis? Très clairement, la pensée unique, c'est ce qu'il y a de pire. Après, il y a des lignes éditoriales qui sont parfois un peu orientées dans un sens ou dans un autre. Le mieux, c'est quand même de pouvoir échanger et de partager. Mais c'est de le savoir aussi que les éditoriales sont... Alors justement, on parle de savoir-faire journalistique. Laurent Benoudis, passons un peu au savoir-faire de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes. Les compétences techniques essentielles à ces métiers, qu'est-ce que c'est? La comptabilité, déjà. Oui, il faut aimer les chiffres, quoi. Ça, c'est sûr. Pas forcément. Mais en fait, la comptabilité, c'est un langage. Donc il est indispensable évidemment de connaître et de maîtriser. C'est à partir de là qu'on va pouvoir faire de l'analyse financière. Et l'analyse financière, c'est surtout du conseil auprès de nos clients. Je gagne de l'argent, mais j'ai pas de trésorerie. Pourquoi? Peut-être que tu as un problème de règlement de tes clients, peut-être que tu payes trop vite tes fournisseurs, faut peut-être que tu restructures le haut de ton bilan avec des emprunts long terme. Voilà. Et donc tout ce conseil-là qu'on va donner résulte d'abord d'une compréhension des chiffres et de l'analyse de la comptabilité. Donc vous écoutez aussi, comme Frédéric Tattier. En fait, le meilleur moyen de donner des conseils à un client, c'est d'abord de commencer par lui poser des questions et d'écouter. À partir de là, on voit et on identifie quels sont ses besoins et on est capable d'apporter des réponses. Donc évidemment, la première compétence, c'est d'avoir cette formation en comptabilité. Mais ensuite, le véritable besoin de nos clients, c'est souvent du droit fiscal. Comment je paye moins d'impôts, hein, c'est une question qui est assez récurrente. Voilà, du droit social, comment je fais pour embaucher, est-ce que je peux verser une prime, mon salarié est arrivé en retard, est-ce que je peux faire une retenue sur son salaire. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Du droit fiscal, du droit social, du droit contractuel. Voilà, mon client ne me paye pas, c'est quoi mes recours, comment je peux faire. Donc en fait, on fait beaucoup de conseils en matière juridique quand on est expert comptable, parce que c'est souvent ces questions-là que le client nous pose en fait. D'accord. Donc il y a à la fois le volet financier, le volet juridique, c'est les deux assises de l'expert comptable aujourd'hui. Et il faut aussi être psychologue finalement. Ah oui, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'il faut aimer les gens, quoi. Il faut avoir envie d'être dans une entreprise de service. Moi, je passe mon temps à expliquer à mes collaborateurs que... La comptabilité, c'est du service. Mais on n'est pas des fonctionnaires. Notre client n'est pas l'administration fiscale à qui on doit envoyer des imprimés et des déclarations périodiquement. Mais notre client, c'est celui qui paye nos honoraires, c'est l'entreprise. Et donc, évidemment, on est une entreprise de service, on est à son écoute et on est là pour l'aider. Bien sûr. Alors, il y a, on en parlait tout à l'heure, les défis, l'adaptation aux évolutions technologiques, etc. Et puis là, c'est un maître mot toujours, on revient dessus depuis tout à l'heure, c'est la formation, quoi. C'est-à-dire que vous, encore, à votre niveau, vous continuez à vous former, en fait. C'est indispensable, on n'arrête pas. Donc là, il y a évidemment tout le volet de l'extra-financier avec la RSE qui est en train d'arriver. Ça, c'est un gros travail de formation. On a lancé des programmes de formation. Aujourd'hui, on a interrogé les experts comptables, on leur a demandé s'ils envisageaient de suivre cette formation qui s'appelle Cap Durabilité, qui est 90 heures nécessaires pour devenir auditeur en durabilité. Donc c'est quand même un investissement important. 90 heures, ça fait 13 jours de formation. On a un tiers de la profession qui a répondu présent et qui nous dit oui, j'envisage de suivre cette formation. Oui, parce qu'ils veulent tous évoluer. Ils veulent aller
vers ce marché qui a marché, mais aussi c'est un engagement d'accompagner nos entreprises à la fois sur leurs aspects production d'informations financières, mais demain production d'informations extra-financières. Moi, mon pari, c'est que d'ici 5 à 10 ans, la moitié de notre travail sera aussi bien sur le financier que l'extra-financier. Alors dans un monde où l'information est omniprésente, mais parfois difficile à interpréter, c'est un peu une question pour tous les deux, où la technologie transforme rapidement les méthodes de travail, est-ce que finalement la pertinence, je vais commencer par vous Laurent, et l'éthique, c'est des réponses incontournables aussi à ce temps qui va trop vite parfois. C'est-à-dire que quand on garde nos valeurs, on ne se fait pas dépasser, quoi. Oui, il faut être capable d'utiliser les outils qui existent aujourd'hui et qui permettent d'avoir une information en flux continu. C'est-à-dire qu'à l'époque où on sortait les bilans de nos clients avec 4 mois de retard pour leur expliquer au mois de mai ce qui s'était passé l'année dernière, ça marche plus aujourd'hui. Il y en a encore qui font ça, il paraît. Ça arrive. Mais en fait, de plus en plus, en fait, on a numérisé l'intégralité de l'économie. En fait, on a tous dans notre téléphone des petites applis qui permettent de prendre en photo les factures et les notes de frais. Ça, c'est transmis automatiquement à un système qui met en forme. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir des comptables. On a besoin d'avoir des collaborateurs qui accompagnent les clients. C'est notre gros enjeu aujourd'hui. Frédéric, rapidement sur cette histoire de moi, je resterai sur les chiffres parce que je suis fasciné par les chiffres et c'est fou comme les chiffres peuvent être utilisés de façon totalement absurde. Si vous regardez le cinéma par exemple, toutes les semaines quasiment les Américains battent un nouveau record. Vous voyez, Barbie, premier film à atteindre $1 milliard de revenus, en tout cas premier film réalisé par une femme. Mais tout ça n'a aucun sens. Si vous voulez, les Américains comptent les dollars que ça rapporte. Mais enfin, le prix du ticket de cinéma a considérablement enflé depuis l'époque d'Autant n'emporte le vent. Donc, quand on vous dit $1 milliard, sachant que le prix du film a décuplé, ça n'a aucun sens. Les Français, eux, comptent le nombre de billets qui sont vendus. C'est pour ça qu'on a mis si longtemps avant de battre la grande vadrouille. Et c'est pour ça que les Américains battent des records toutes les semaines. Voilà toute la différence entre les États-Unis et la France. C'est excellent avec Frédéric Tadei qui nous vient avec ses birthday books. Ça sort le 6 mars prochain, c'est aux éditions Grasset. Et on est aussi avec le vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables dédié à la formation, Laurent Benoudis. Vous restez là, nous on revient. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Sud Radio, c'est excellent et c'est avec Frédéric Tadei qui nous vient avec sa collection Birthday Books. Ça sort le 6 mars. C'est aux éditions Grasset et le vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables à la formation, Laurent Benoudis. Alors, on va parler un peu de vous, messieurs, quand même. Frédéric, tiens, vous avez commencé votre carrière professionnelle relativement tard, à 29 ans, vous le dites. D'ailleurs, vous le dites beaucoup. Pourquoi et qu'est-ce qui vous a emmené vers le journalisme, finalement? Vous vouliez être écrivain, c'est ça? Et puis, je voulais être écrivain, comme j'étais pas capable d'être écrivain. Je me suis rabattu sur le journalisme. C'était le même outil. Ouais, vous avez commencé par la presse écrite, quoi. Bah oui, le stylo. Ouais. Et finalement, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous n'êtes pas frustré d'avoir pas réussi à écrire? Pas du tout. Non. À un moment, c'est ce que racontent les birthday books. Vous croyez que votre destin, c'est ça, et en fait, non, c'est autre chose. et vous serez bien plus heureux, parfois, pas toujours, en faisant ce que vous faites, que ce que vous pensez qu'il fallait que vous fassiez. Voilà, exactement. Et puis surtout, alors moi, je suis persuadé qu'on ne peut être heureux dans la vie que parce qu'on est bon dans ce qu'on fait. Si on est un imposteur, et il y en a beaucoup dans tous les métiers, on souffre. Vous voyez ? Alors que quand on est bon dans ce qu'on fait, alors que ce soit boulanger, chanteur, acteur, animateur de télévision, et c'est vrai pour tout. J'encourage moi toujours mon fils, les amis de mon fils, faites ce pourquoi vous êtes bon. Et que ce soit peu valorisant n'a aucune importance parce que vous, ça vous valorisera bien davantage. Évidemment. C'est une histoire de passion, hein. Vous êtes d'accord avec ça, Laurent Benoudis? Oui. De toute façon, je pense que pour être bon, il faut aimer ce qu'on fait. C'est impossible d'être bon dans un domaine qu'on n'aime pas. Ça. Alors on va quand même raconter un peu les 37 ans. Il y a James Brown qui chante Sex Machine et Superbad à 37 ans. On a Al Pacino qui arrête de boire. Ça a été important parce que ça faisait longtemps qu'il buvait. Et alors il y a un chef-d'œuvre qui sort. Il y a Marcel Carnet qui réalise Les Enfants du Paradis, un des 10 meilleurs films de l'histoire du cinéma. C'est vous qui le dites. Non, c'est les critiques de l'époque internationaux qui pendant longtemps, ça a duré très longtemps après, qui le classaient toujours dans les. Mais encore aujourd'hui, on pense que c'est un
grand chef-d'œuvre. C'est jeune, 37 ans, pour faire un film aussi important que ça. Bien sûr. Et puis on a Simone Veil, qui est nommée à la direction des Affaires civiles au ministère de la Justice. Elle aussi, elle présageait pas forcément de là où elle allait aller, a priori, mais elle était déjà très loin. D'ailleurs, elle voulait être avocate. C'est son mari qui l'en a empêché. Il lui a dit, on ne reçoit pas d'avocat, c'est pas un métier pour les femmes, c'est pas digne. Donc elle est devenue juge. Ouais. D'accord. Bah, écoutez, merci Marie. Je pense qu'elle se doutait pas du tout qu'elle ferait voter la loi sur l'avortement quelques années plus tard. Elle avait plus de 40 ans déjà quand c'est arrivé. Et vous, finalement, Frédéric, vous avez trouvé le métier qui vous passionne, quoi? En tout cas, c'est la manière dont j'ai trouvé pour gagner ma vie qui m'amuse le plus. Qui correspond mieux à ce que vous avez envie de faire. Ouais. Alors Laurent Benoudis, vous êtes donc l'un des cofondateurs, notamment des Journées de la transmission d'entreprise, sans oublier votre poste de vice-président formation du Conseil de l'Ordre des experts comptables, mais vous en avez eu plein des postes. Justement, d'engagement, vous avez été président du syndicat professionnel ECF, vous avez été aussi au sein de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, etc. Alors on se demande quand même parfois si c'est la comptabilité votre passion ou si c'est l'action publique. Est-ce que vous n'auriez pas envie de faire un peu de politique? Alors, en fait, au départ, évidemment, j'avais jamais envisagé de faire autre chose que l'exercice de mon métier. Où je suis arrivé un peu par hasard. Alors, pas complètement par hasard, puisque, comme je vous l'ai dit, mon père était expert comptable. Mais quand j'ai démarré ces études, comme j'étais pas très brillant en fait à l'école, j'ai eu mon bac ric-rac, je commençais à faire des études de comptabilité et ça me correspondait bien. En fait, les matières me plaisaient et donc naturellement, j'ai pu être pas trop mauvais dans la réussite de ma scolarité post-bac, parce que c'était quelque chose, voilà. Et puis je me suis pris au jeu et j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. J'ai refait une formation quelques années plus tard, parce qu'en fait, on est tout le temps en train d'apprendre, sinon on s'ennuie. Et pour faire une sorte de diplôme universitaire en matière de gestion de patrimoine. Clermont-Ferrand, qui est assez réputé. Et donc, j'ai rajouté à ma palette à la fois l'accompagnement de l'entreprise, mais également du chef d'entreprise sur tous les aspects patrimoniaux. Et c'est là où la communication de l'ordre illimitez-vous est assez pertinente, parce que moi, j'exerce mon métier avec cette dominante patrimoniale, accompagnement du chef d'entreprise, mais j'ai des confrères qui sont beaucoup plus dans l'informatique, qui ont développé des logiciels, des programmes. Il est possible en fait d'aller partout. Voilà, plein de métiers quoi. On peut même acheter une radio en étant expert comptable, ce qu'a fait Christian Latouche avec Sud Radio. Oui, on parle de notre propriétaire. Exactement, tout à fait. Oui, il est expert comptable. Donc, l'expert comptable mène à tout. Oui, c'est vrai. Vous avez envie de vous acheter une radio? Non, pas encore. Et la politique, alors c'est pour quand, Laurent Benoudis? Alors en fait, la politique, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est quand on met le doigt dedans, c'est très prenant en fait. Il y a une sorte de, il n'y a pas d'intérêt financier. C'est même ça coûte plutôt de l'argent qu'autre chose en vérité. Il n'y a pas d'intérêt en termes de business non plus, puisqu'on ne fréquente en fait dans la politique professionnelle que des experts comptables. Donc voilà, après on se fait des amis, des copains, etc. Mais c'est quelque chose qui est assez excitant en fait, de voir un peu de l'autre côté du miroir. Voilà, donc quand on est expert comptable, on voit l'ordre, on se dit qu'est-ce qu'ils c'est l'ordre, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ça sert. Quand on est à la tête de l'ordre, parce que vous avez été président de l'ordre, on peut le dire. Paris. Voilà, pendant 5 ans, c'est ça? 5 ans, ouais. Là, on est un peu de l'autre côté du miroir, quoi. Donc ça permet de mettre en place tout un tas de projets qu'on avait. De mettre en place les choses que vous aviez envie de mettre en place peut-être en tant qu'expert comptable, et c'est un peu vous donner la possibilité de le faire, en fait, d'être dans l'action, quoi. En fait, la première raison pour laquelle j'ai commencé à travailler au sein de l'ordre, c'est parce que le moment où je me suis inscrit à l'ordre, ils m'ont envoyé un appel de cotisation que j'ai oublié de payer. 3 mois après, ils m'ont envoyé une convocation pour me radier. Je suis tombé chez des dingues. Et donc je me suis dit, il faut que je comprenne comment le truc fonctionne, parce que sinon, je vais pas passer ma vie à me bagarrer avec l'ordre. Et ça, c'est toujours vrai avec l'ordre? Non, parce que après 5 ans, j'ai réglé le problème. Maintenant, on envoie des courriers gentils en disant, vous avez peut-être oublié votre cotisation, il est temps de régler le problème. Il y a 3 courriers mais gentils avant le méchant, c'est ça? Bon. Finalement, tous les deux, vous avez eu des expériences de vie qui vous ont emmené sur vos chemins professionnels. Laurent Benoudis, si vous aviez, par exemple, donnez-moi votre pire expérience et votre meilleure. Pire expérience, il faut me laisser un peu de temps de réfléchir. Alors la meilleure, elle vient plus facilement a priori. Alors la meilleure expérience, c'est meilleure réalisation, quoi. En fait, la meilleure, alors sur le plan professionnel en tant qu'expert comptable, c'est évidemment quand le client
te renvoient un feedback en disant merci, tu m'as aidé, c'était sympa. Voilà. Et ça, c'est toujours très agréable. Quand on a eu la période de Covid, c'était très compliqué pour beaucoup d'entreprises. Mais on a eu la chance de pouvoir basculer facilement en télétravail. Tout était déjà dématérialisé au sein de mon cabinet. Et ce qui fait qu'on a été très très présent auprès des clients. On recevait beaucoup de mails de remerciements qu'on faisait suivre aux équipes. Vous avez été un des rares, en fait. Tout le monde était très content. En fait, beaucoup de gens restaient coincés chez eux, ne pouvaient pas travailler. Donc garder le lien, ça a été votre réalisation. Alors votre pire souvenir maintenant, vous avez eu le temps ou pas? Non, vous voulez peut-être pas le dire. Hein. Non, faut que je réfléchisse. On va laisser répondre Frédéric. Frédéric, t'as des... J'ai pas de pire souvenir. Il faudrait que Moi, j'aime même mon service militaire, vous voyez. À l'époque, on le faisait encore. C'est un bon souvenir, ça? C'est une expérience que j'ai beaucoup aimé faire. Oui, c'était très intéressant. Vous étiez où au service militaire, Frédéric Tadei? J'étais sur la base atomique de Cambrai pendant un mois, et puis après à Paris, rue de la Convention, chauffeur d'un général. C'est pas mal comme poste. Non, mais c'était très intéressant. C'est très rare dans une vie, enfin en tout cas aujourd'hui, d'avoir une autorité qui a tout pouvoir sur vous. C'est ça. Vous voyez et on n'a plus ça. Et ça vous a pas dérangé, ça? Parce qu'il y en a d'autres qui ont... À partir du moment où si ça me dérangeait, j'avais pas du tout envie de le faire. Mais finalement, quand vous y retrouvez, c'est une expérience tout à fait enrichissante. Vous voyez déjà comment vous réagissez face à cette autorité. Est-ce que vous êtes totalement soumis? Est-ce que vous êtes digne? Est-ce que vous arrivez à prendre le dessus sur l'autorité ou pas? Tout ça sont des expériences formidables. Quant à vous l'avez ingéré, en fait, hein, c'est ça? Oui, mais comme tout. Et quant à mes meilleures expériences, je peux dire que toutes les émissions que j'ai faites, je les ai faites avec beaucoup de bonheur. Et maintenant, une fois qu'elles sont arrêtées, elles sont arrêtées. C'est-à-dire que j'ai aucune envie de les refaire. Vous voyez, mais quand je les faisais, c'était formidable. Finalement, le bien, le mal, c'est nécessaire et c'est aussi important que l'expérience soit bonne ou mauvaise, elle nous marque de la même manière. Oui, et puis je pense que d'une mauvaise expérience, on peut faire quelque chose d'assez réjouissant. C'est plus après qu'on s'en rend compte, parfois, mais même pendant. J'ai dû faire des voyages, par exemple, qui se sont mal passés, mais j'en ai de très intéressants souvenirs. Vous êtes d'accord avec ça, Laurent? Tout à fait. C'est l'expérience qui enrichit et qui permet d'évoluer. Et puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. C'est un peu la même chose, quoi. Alors, à 37 ans, on a quand même Jack Nicholson qui apprend que sa sœur est en réalité sa mère. Oui, ça, par exemple, c'est assez désagréable. Mais oui, enfin, ça a été bouleversant pour lui. Oui. On a aussi, d'ailleurs, pardon, mais il y a Sandrine Rousseau qui entre en politique. Oui, à 37 ans. Voilà. Bon, avant, elle avait écrit je crois qu'elle a écrit des polars, d'ailleurs, qui n'ont pas tellement marché. Oui. On ne sait pas trop, a priori. Mais Édouard Philippe aussi a écrit des polars. Il y en a un qui va être adapté en série par France Télévisions. Très rapidement, chers amis, la dernière question de cette émission, il nous reste 2 minutes, donc réponse rapide. Laurent Benoudis, que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Bravo. de continuer à tout faire avec passion, parce qu'il n'y a que ça qui permet d'avancer et d'être effectivement bon dans ce qu'on fait. Voilà, s'il faut aimer ce qu'on fait, c'est la règle numéro 1. Donc ça va, il a tracé tout droit, ce petit garçon. Voilà, ça va, c'était bon. Ça va. Et vous alors, Frédéric? Un petit message pour vous à 5 ans? Parce que moi, je voyais ça comme une photo. Il fallait entrer dans la photo. Vous voyez, dans la photo, il y avait un certain nombre de trucs et mon but, c'était de rentrer dans la photo. Je suis rentré dans la photo du petit garçon. Et dès l'instant où je suis rentré dans la photo, il y a une autre photo qui est arrivée. Et il a fallu que j'entre dans la nouvelle photo, et puis une nouvelle photo, etc. C'est joli. Et donc, finalement, là, vous en avez encore une photo? Là, c'est les birthday books, la photo. Voilà. C'est-à-dire que j'ai envie que les birthday books marchent, que je fasse les birthday books pendant plusieurs années, que je m'intéresse à ça, que ça ouvre des perspectives nouvelles. Voilà, c'est ma photo d'aujourd'hui. On aime bien la photo. Merci à tous les deux, Frédéric Tadei, Laurent Benoudis. Vous étiez avec moi dans cet excellent sur Sud Radio. Merci d'être venus. Chers toutes et tous, vous pouvez découvrir les birthday books de Frédéric Tadei. Vous tenez-vous prêts, c'est à partir du 6 mars et ça sort évidemment chez Grasset. Ça sera disponible chez tous les bons libraires. Tous les bons plans d'experts comptables de Laurent Benoudis sont notamment sur son site Bewiz, bewiz.fr. Vous avez un autre truc à dire aux auditeurs ou pas? Et sur le site de l'Ordre des experts comptables, illimitez-vous pour se lancer dans la formation et faire un métier passionnant, un métier riche, diversifié, avec plein de choses différentes. Et alors le site c'est expert au pluriel _du6 comptable au pluriel aussi .fr.
Merci à Julien qui réalise pour vous aujourd'hui, Julien Delmas, et puis aux équipes de Sud Radio, votre radio préférée. Si vous avez envie de réécouter cette émission, les autres, etc., c'est sur sudradio.fr, notre chaîne YouTube, sans oublier Twitter, et puis les réseaux en général. Je vous embrasse, c'était excellent.